Salut tout le monde, bienvenue à cette émission Le Rapport Boivin, Françoise Boivin ici. 10e chapitre déjà, ça va vite. Il nous en reste un avant la pause des fêtes, dans mon cas. À mon âge, on en prend des plus longues. Merci de nous écouter, merci d'être là toutes les semaines, merci de commenter, merci de me passer vos impressions quand je vous croise dans la région, ça fait toujours plaisir. Revue de l'actualité selon ce que j'ai pu, moi, constater, ce qui est venu me chercher cette semaine. Il y en a eu encore beaucoup et de façon très diversifiée. Ça a commencé notre semaine, ça a super bien commencé pour les gens de la région, d'une part parce que notre équipe de football, le Rouge et Noir, que vous aimiez le football ou pas, de voir notre équipe, le Rouge et Noir, qui n'est pas dans la Ligue canadienne de football depuis très, très, très longtemps, je pense que ça faisait quoi, 3 saisons, qui se retrouve en finale de la Coupe Grey 2 années en ligne, la Coupe Grey qui sera d'ailleurs à Ottawa l'année prochaine, et qui se prenait contre les Stampeders de Calgary. Personne ne s'attendait à ce que le Rouge et Noir remporte la victoire parce que Calgary avait eu pratiquement la saison de rêve. Je pense qu'il avait perdu peut-être 1 ou 2 matchs là, dans toute la saison. Alors, on s'attendait à ce que Ottawa se fasse écraser, mais on était bien content de les voir quand même en finale. Et aux surprises, pendant pratiquement tout le match, jusqu'à peu près 2 minutes de la fin du match, alors que c'était quelque chose comme 33-23, là, les Stampeders, comme s'ils venaient de décider de se réveiller. Et là, ils nous ont tous donné des palpitations au cœur, je peux vous dire. Ça battait fort par chez nous. Et arrive ce qui ne devait pas arriver ou devait arriver, dépendamment d'où vous vous situez. Et les Stampeders qui ont égalisé la marque avec plus de temps pratiquement au cadran, donc c'est à l'an supplémentaire, ça ne peut pas finir autrement. Et ils ont choisi de laisser Ottawa aller en premier, puis Ottawa a marqué un touché grâce à Henry Burris. Bravo pour les plus vieux, ceux qui disaient qu'il ne devrait pas être là. Le corps arrière, Burris, avec ses 41 ans, ses genoux tout maganés, mais qui a joué une super de belle partie. Et Calgary n'a rien fait qui vaille dans son temps de possession supplémentaire et ça nous apporte la Coupe Grey. C'était de toute beauté de voir la parade qui s'est ensuivie mardi à l'heure du midi, malgré que ce n'était pas la plus belle des températures. Et il y avait au bas mot, là, pas loin de 10 000 personnes, si pas un peu plus. On est loin des millions là, qui se sont présentés à la face pour aller voir les Cubs de Chicago, mais peu importe. Pour la région d'Ottawa, c'était grandiose. On sentait comment les gens étaient heureux, comme quoi le sport est capable d'unir les gens. Il y avait des gens de partout, de Gatineau, d'Ottawa, de partout, en tout cas dans la région. On va espérer qu'il leur en reste assez pour la prochaine édition de la Coupe Grey qui sera à Ottawa. Mais bravo au Rouge et Noir, bravo à cette équipe qui a des francophones, les francophones qui ont été très accessibles pour parler avec la population, parler avec les journalistes, et puis ils nous auront donné de belles sensations, des sensations fortes par moment. Là, j'avais hâte que le match finisse, mais enfin. Alors bravo. L'autre nouvelle qui a fait beaucoup jaser, c'est le décès de Fidel Castro. Pas tant le décès de Fidel Castro que tout le monde attendait, dans le sens qu'on savait que sa santé était assez chambranlante. Il était plus jeune. Donc, ce n'était pas une surprise là, que ça arrive, même quand le premier ministre Trudeau est allé se promener à Cuba il n'y a pas longtemps. Il n'avait pas pu voir Fidel Castro. Pourtant, Fidel, qui était un grand chum de son père, Pierre Elliott, qui, à l'époque, dans les années 70, probablement plus pour faire un pied de nez aux Américains, et en même temps qu'il y avait quand même des affinités avec les groupes, je dirais, plus socialistes, parce que ceux qui ne le savent pas, mais Pierre Elliott Trudeau a déjà été très impliqué plus au niveau de la très gauche, et puis finalement s'était présenté comme libéral, parce que c'est à peu près la seule façon qu'il pouvait gagner. Mais ceci étant dit, ça c'est une petite parenthèse, Justin Trudeau n'avait pas pu voir Fidel Castro à cause de la santé du leader pendant toutes ces décennies de Cuba, bien que c'est son frère qui avait repris le bâton de chef de l'État de Cuba. Ce qui a fait surtout jaser, c'est comment, justement, le premier ministre qui était à l'extérieur du pays, qui était au Madagascar à ce moment-là, lorsqu'il a appris la nouvelle, a envoyé une déclaration qui a fait le tour de la planète et a vanté allègrement Fidel Castro.
Et ça, bien évidemment, qu'il y a beaucoup, entre autres, le président élu Trump, malgré que ce n'est pas nécessairement une référence dans mon livre à moi, mais plusieurs autres leaders à travers le monde occidental qui ont fortement reproché à Justin Trudeau son inexpérience, si on veut, au niveau démocratique, dans la haute démocratie, pas démocratie, mais diplomatie, je devrais dire, parce que d'un côté, on voyait les gens de Cuba dans le deuil, un deuil qui s'est poursuivi sur plusieurs jours, et de l'autre côté, il y avait les réfugiés cubains qui se sont enfuis du pays pour aboutir à Miami, entre autres en Floride, alors qu'il y a une grosse communauté cubaine qui célébrait le décès de Fidel Castro, parce que pour eux, bien qu'ils s'étaient présentés lors de la Révolution pour sortir les Cubains de la situation où ils étaient au niveau politique, au niveau social, etc., mais qui, une fois qu'il a pris le pouvoir, est devenu le dictateur de ce pays et ne faisait pas nécessairement dans la dentelle. Alors, est-ce qu'on peut saluer Fidel Castro comme un grand chef d'État de la façon que Justin Trudeau l'a fait? Il ne faut pas oublier, en tout cas, on peut peut-être saluer certains aspects de cette personne. Oui, c'est vrai qu'il était le leader incontesté pendant des décennies, mais ce n'est pas nécessairement à son honneur, c'est parce que c'est un dictateur. C'est une personne et un régime qui ne souffrait mais absolument pas la dissidence. On ne pourrait pas avoir une émission comme le rapport Boivin, à moins de dire ce que l'État veut bien qu'on dise sur la place publique. On se ferait emprisonner pour dire probablement le quart de ce que je peux vous dire à toutes les semaines, parce qu'ici, on a la liberté d'expression. Là-bas, si tu parles contre l'État, ben, tu te fais... mettons que ce n'est pas très bien perçu. Ils ont emprisonné les gays. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Alors, est-ce qu'on peut le saluer de la façon que Justin Trudeau l'a fait? Disons qu'il a patiné un peu de reculons. Le premier ministre du Québec aussi, Philippe Couillard. Faut comprendre que du côté du Québec, on a beaucoup de gens, puis vous en êtes, ceux qui m'écoutez, il y en a peut-être plusieurs d'entre vous qui allaient en faire des séjours à Cuba. Cuba qui est dans les plus belles plages de la planète. Les gens aiment ça aller dans ce coin-là. Mais des fois, c'est qu'on ne réalise pas quel genre de régime on encourage quand on fait ces visites-là. La façon que c'est organisé aussi, il s'organise pour qu'on n'aille pas nécessairement dans les endroits qu'ils ne veulent pas que les touristes voient. Mais enfin, bref. Alors, est-ce qu'il aurait dû se garder une petite gêne? Peut-être. Est-ce que c'est un manque d'expérience? C'est un peu comme ça que le McLean a décrit notre premier ministre en disant que, bon, là, il montrait ses vraies couleurs d'adolescent, si on veut, au niveau politique. Il y a encore des croûtes à manger. Je pense qu'il aura sûrement appris la leçon. D'ailleurs, peut-être qu'il aurait eu le goût d'aller aux funérailles de Fidel Castro, mais finalement, c'est le gouverneur général qui prend le chemin de Cuba pour aller représenter le gouvernement canadien. En même temps, il faut respirer par le nez aussi. Ce n'est pas la pire déclaration du siècle, ce n'est pas la fin du monde. Il y en aura sûrement d'autres, et peut-être moins bonnes encore. C'est certain que les partis d'opposition, leur plaisir, c'est de prendre ces moments-là et de faire tout un plat dramatique avec ça. D'ailleurs, au moment où j'enregistre l'émission, c'est-à-dire le jeudi 1er décembre, à 14 heures, au Parlement canadien, les conservateurs ont pris leur journée d'opposition. Les journées d'opposition, c'est une journée où les autres partis peuvent contrôler l'agenda, peuvent décider de parler du sujet qui veulent parler, qui peuvent présenter une motion, qui peuvent en débattre. Et parfois, c'est la façon de mettre sous les feux de la rampe des sujets qui sont moins traités, qu'on juge importants, dépendamment du parti politique, pour essayer de faire avancer quelque chose. Et devinez ce que les conservateurs ont pris pour passer leur journée du jeudi. C'est cette fameuse déclaration. Alors, ça va ne servir qu'à taper sa tête du premier ministre. Demandez-moi mon opinion, je vais vous dire, je trouve ça d'un ridicule consommé. Tu peux être en désaccord, le décrier, tu fais une conférence de presse, tu le dis, mais de passer la journée à se remémorer ce que Fidel Castro a pu faire dans son passé dictateur, juste pour embêter le premier ministre, moi j'appelle ça des enfantillages.
pas que le dossier n'est pas important, pas que la question de la dissidence, du droit à l'égalité pour toutes les personnes, que ce soit hommes, femmes, peu importe l'orientation sexuelle et autres, à mon avis, c'est des sujets extrêmement importants puis on doit relever à toutes les fois qu'on le peut, mais il ne faut pas être dupe non plus. On sait très bien pourquoi les conservateurs ont choisi ce sujet-là comme journée d'opposition. Venez me faire croire qu'au Canada, il n'y a pas des choses peut-être plus urgentes, que ce soit le financement de la santé, des services sociaux à travers même notre pays, qui passerait avant une déclaration d'un premier ministre alors qu'il est sur la scène internationale par rapport à un décès d'une personne qui maintenant ne pourra pas plus rien faire. Puis on va espérer que ceux qui remplaceront maintenant que le leader, que Fidel n'est plus là, que maintenant Cuba pourra passer peut-être à une étape plus démocratique. En tout cas, ça sera à suivre et on verra d'ailleurs si les États-Unis, avec Trump à sa tête, va changer la position que Obama avait prise, c'est-à-dire d'assouplir, de permettre aux Américains d'aller à Cuba, de réouvrir les frontières commerciales entre Cuba et les États-Unis. Pas certaine que ça va se faire rapidement avec Trump, mais peut-être qu'avec une personne autre, qu'on n'ait plus l'ombre de Fidel, en tout cas à suivre. Alors, le niaisage conservateur, là, ça ne me surprend pas, même si je décris moi aussi ce que le premier ministre Trudeau a pu dire, l'encenser comme si c'était la plus grande invention du siècle. Fidel Castro, il y a une limite là, à dire des niaiseries, mais de passer une journée juste à traiter de ça, c'est aussi niaiseux. Radar, juste avant de prendre la pause, je vais vous parler rapidement de la question des radars photo. Il y a une décision qui a été rendue par un juge de la Cour du Québec cette semaine concernant la validité des radars photo. Il a déclaré que c'était illégal, que c'était une preuve de oui-dire, donc que ça ne tenait pas la route, ce qui a fait tomber le dossier qui était devant lui et qui pourrait avoir un impact sur beaucoup d'autres dossiers. Quand on sait que toute la province et surtout la ville de Gatineau, qui fait partie du projet pilote à ce sujet-là, ça peut avoir un impact. Quel genre de conséquences ça va avoir? Le gouvernement du Québec nous dit que les photoradars sont là pour rester. Le maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, nous dit que ça aide, que c'est extrêmement utile. Moi, j'en suis consciente. Je suis une de celles qui a payé une amende suite à la réception d'une contravention à cet effet-là. Je me suis fait accrocher sur le boulevard Maisonneuve. Je l'ai payée. J'aurais peut-être pu la contester comme certains l'ont fait. Enfin, bref, mais n'empêche que ça a eu l'effet escompté parce que maintenant, quand je vois les petites pancartes vertes photoradar, je ralentis. Ça me rend plus sensible à une conduite plus prudente et il y en a plusieurs autres qui ont subi la même chose, qui me disent la même chose. Alors, c'est un dossier à suivre. On saura y revenir dans les prochains jours. On fait une pause, on revient. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Et nous voici de retour. Un autre débat qui fait rage, mais qu'on a parlé il y a peut-être une semaine et demie. On se rappelle tous de la visite de Régis Labombe, ce grand personnage maire de Québec, le roi de Québec. À l'époque, c'était le roi des ondes, c'était André Arthur. Là, on a le roi de Québec qui s'appelle Régis Labombe. Régis Labombe qui est venu à l'invitation du seul parti politique municipal qu'on a ici dans la région.
qui est Action Gatineau, qui est venu. Plusieurs ont senti que c'était une visite surtout qui servait à encenser le maire actuel, Maxime Pedneau-Jobin, à dire comment il était beau, bon et fin, comment Régis Labaume, ce qu'il a tout à fait le droit de dire en passant, puis il ne faut pas y prêter d'intention nécessairement parce qu'il aime le maire, il n'y a rien de mal à ça. La question qui se pose, il y en a deux. Il y a eu l'histoire que lors du lunch qui avait été organisé avec le conseil municipal et le maire de Québec, Régis Labaume, semble-t-il qu'il aurait été très impoli avec la seule candidate à date déclarée à la mairie contre Maxime Pedneau-Jobin, c'est-à-dire Sylvie Gonneau, puis il était un peu fendant, puis c'était un petit peu dégradant, mettons, et insultant. Fait qu'il y a des conseillers qui n'ont pas trop apprécié. Ça, je pense que Sylvie Gonneau, je l'ai déjà dit, c'est une grande dame, là, elle est capable de se défendre elle-même, elle n'a pas besoin de la gang de boys puis des membres du conseil pour la défendre. De toute façon, elle a beaucoup d'affinités d'ailleurs avec Régis Labaume en passant, elle qui lançait, faisait un petit lancement au niveau financement cette semaine et puis qui aime beaucoup l'idée de geler les taxes municipales. Alors, je sens que ça risque d'être son créneau et elle saura se démarquer à ce moment-là du maire Maxime Pedneau-Jobin. Ça sera deux visions différentes qui seront intéressantes à entendre débattre pendant la campagne électorale. Donc, je ne suis pas inquiète. Sylvie Gonneau est capable de se défendre. Ceci étant, mardi encore en fin de conseil, c'est la réunion du conseil municipal et c'était la première occasion qu'ils avaient de pouvoir en discuter. Le président du conseil, Daniel Champagne, avait mis à l'ordre du jour à la toute fin pour garder ce temps-là, pour que les conseillers puissent laver leur linge sale, ce qu'ils ont fait allègrement, en tout cas les indépendants. Et il y en a qui s'insurgeaient justement sur ce côté un peu réducteur du maire Labaume à l'endroit de Sylvie Gonneau. Mais la grosse question qui se posait, c'était le fameux 2800 $ qui a coûté le lunch avec le conseil. Est-ce que ça devait être une dépense payée par le parti politique du maire Action Gatineau ou est-ce que la Ville, parce que c'est la Ville qui est appelée à payer pour ça, est-ce que ce sont les payeurs de taxes gatinois qui doivent payer pour cette dépense? Alors, il y a des institutions qui existent là, pour vérifier ce genre de faits-là. Il y a premièrement le directeur général des élections, mais il y a aussi la Commission municipale du Québec. Si on pense qu'une dépense est payée de façon incorrecte, illégale ou peu importe comment on la qualifie, alors je pense que le président du conseil, Daniel Champagne, fera ce qu'il a à faire et on saura bien y revenir quand on aura les constats à ce niveau-là. C'est certain que ça avait l'air d'une visite. Elle était planifiée. Le maire de Gatineau ne s'attendait certainement pas à ce que le maire de Québec s'en vienne lui taper sur la tête, lui qui l'organisait, cette visite-là. En soirée, le maire de Québec participait à une soirée de financement. De toute façon, pour Action Gatineau, c'était leur invité spécial. Alors, ça reste à voir, mais de grâce, et ça, on rentre en plein dans cette période-là et ce n'est pas toujours évident parce que des fois, il y a des choses qui se font. C'est vraiment dans le travail du conseil et il faut se poser la question, est-ce que c'est plus par rapport au travail de conseiller, de maire, de conseil de Gatineau ou est-ce que c'est du travail partisan? Des fois, les limites ne seront pas toujours très, très, très évidentes. Mais moi, le conseil que je donne aux gens pour en avoir déjà fait de la politique, c'est on est toujours mieux d'errer du côté de la prudence que de se retrouver dans une controverse. Mais les controverses, des fois, même quand on ne court pas après, nous courent après parce que c'est malheureusement le merveilleux monde de la politique où tout le monde t'attend au détour du chemin juste pour te faire trébucher. Puis même quand tu ne trébuches pas, bien, il essaye de te donner une bonne jambette. Un dossier extrêmement triste cette semaine, c'est ce dossier du journaliste, l'ex-journaliste du Ottawa Citizen et de sa femme, Dave Rogers et son épouse Meryl, qui ont été assassinés par leur fils autiste Cameron. Et c'est des faits tellement troublants. Ce journaliste, moi je l'ai connu parce que c'est un journaliste qui avait couvert en partie la campagne électorale de 2008, fait que j'avais eu le bénéfice de pouvoir m'asseoir avec lui puis de jaser. Il m'avait suivi dans quelques activités. C'est un homme très, 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 comment je pourrais dire, très posé, très calme. C'était pas un énervé, en tout cas pas comme moi. Et ça m'a renversé quand j'ai entendu cette nouvelle-là. Ce qu'on sait, c'est que le jeune, ça s'est passé à Ottawa.
Le jeune aurait été, parce qu'il était peut-être en crise au niveau de santé mentale, il a pris l'autobus, il est allé à Montréal. Finalement, il a appelé la police de Montréal. Il a avoué qu'il avait tué ses parents qui étaient dans la soixantaine. Lui a 22 ans, donc ses parents l'ont eu sur le tard. Il y en avait une personne, semble-t-il, selon les éléments qu'on donne, qui avait mis dans une grosse valise, puis l'autre était en dessous d'une espèce de grosse couverte dans la cour. En tout cas, c'est épouvantable. Il s'est autodéclaré, là, et puis là, il est à la police d'Ottawa, s'en occupe. Il va passer en cours. Son avocat, Maître Christian Deslauriers, est en train de voir s'il ne va pas appliquer demander à ce qu'il soit reconnu non coupable pour cause d'aliénation mentale. Ça sera à suivre, mais un dossier triste, vraiment. Là, quelle fin tragique. Dave Rogers, qui avait pris sa retraite du Ottawa Citizen en 2010, ça doit être pas évident, puis ça semblait pas, le jeune ne semble pas avoir d'antécédents judiciaires. Alors, est-ce que c'est une question de médicaments mal dosés? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On en saura plus, mais une pensée. Et ce jeune-là, en plus, se retrouve, selon les informations qu'on en a, tout seul. Il n'y a plus de famille, il n'y a aucune parenté. Alors, ça ne sera pas évident de le faire passer à travers tout ce système de justice qui n'est pas toujours très, très, très simple. Un qui va avoir passé le système de justice rapidement, c'est l'autre roi, l'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, qui était accusé de corruption, de gangstérisme, gros dossier de corruption, en tout cas, dans le coin de Laval. Il n'y a rien qui se passait à Laval sans que ça transite par le maire Gilles Vaillancourt, qui était une des figures les plus populaires du monde municipal. C'était à l'époque la bombe ou Coder de l'époque. Et maintenant, on regarde ce qui se passe et ce qui sort de tout ça. C'est dégueulasse. Il y avait une poursuite civile contre Gilles Vaillancourt, je pense autour des 12,4 millions de dollars. Et il a accepté jeudi de plaider coupable. Suggestion commune, couronne et défense, 6 années de prison et une amende de 9 millions de dollars. Alors, ce que ça règle le dossier civil, beaucoup de personnes pensent, compte tenu des stratagèmes et tout ça, qu'il s'en est mis pas à peu près dans les poches. C'est ce qu'on entend dire. Donc, le 9 millions, il y en a peut-être quelques millions là, qui dorment quelque part. Est-ce qu'il s'en tire bien? C'est la grosse question qui ressort. À 6 ans, je vais vous dire, peu importe ce que le monde pense, moi, je trouve ça faible un peu parce qu'il va sortir au bout de 2 ans. Il va faire le tiers de sa peine. Je serais surprise qu'il soit en dedans plus que 2 ans. Alors, est-ce qu'il s'en tire plutôt bien? Possible. D'un autre côté, quand on connaît le nombre de dossiers judiciaires qui présentement reçoivent le bénéfice de ce qu'on appelle l'arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada en matière de délai déraisonnable, le nombre de requêtes qui sont devant les tribunaux pour faire déclarer, faire avorter les procès parce que trop long et que ça ne se déroule plus dans un délai raisonnable. Il y avait cette crainte-là. Il y a des gens qui sont pris dans la même source d'événements que l'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, qui, eux autres, ont déposé ces requêtes-là. Est-ce que le risque de voir ça sauter en pleine face de la Couronne a fait en sorte que la Couronne a accepté ce type de règlement possible? Des fois, on est toujours mieux avec un règlement plus petit, mais où au moins la personne est reconnue coupable, où on récupère 9 millions de dollars et il n'est pas un danger pour la société. Son image, sa réputation, elle est finie. Alors, est-ce que de le mettre en dedans pour plus longtemps, en tout cas, c'est quand on compare des poires avec des poires, quel genre de sentence d'autres reçoivent en semblable matière, mais entre le risque d'avoir 0, c'est-à-dire qu'il soit pratiquement acquitté, reconnu comme non coupable parce que la plainte serait retirée contre lui, les actes d'accusation, c'est probablement ce qui a fait pencher le tout dans la balance et ce qui fait dire à beaucoup de gens qui transigent dans le milieu judiciaire,
Déniaisez-vous, gouvernement du Québec, maudit bordel, parce que le nombre de requêtes pour faire avorter des procès à cause de cette notion de délai déraisonnable, on ne peut plus appeler ça de la justice au Québec. Alors, il va falloir que le gouvernement se déniaise, nomme des juges, des procureurs de la couronne, installe d'autres salles pour que les juges puissent entendre plus de dossiers par année et s'assurer qu'on rencontre les critères qui ont été fixés par la Cour suprême du Canada. Il y en a qui reprochent à la Cour d'avoir forcé ces délais-là, mais j'ai l'impression que si la Cour suprême du Canada ne faisait pas ça, dans 10 ans d'ici, on sera encore en train de dire qu'il manque de juges. Il y a 8 à 9 juges au Québec qui devraient être nommés au moment où on se parle et ça se traîne les pieds. Ça coûte de l'argent, j'en conviens, mais ne rien faire coûte aussi de l'argent en termes d'impact au niveau de la société quand on laisse des truands, des tout-croches, des Hells Angels sortir parce qu'on n'a pas entendu leur procès dans un délai raisonnable, ce qui me lève prodigieusement le cœur. L'autre affaire qui me lève prodigieusement le cœur, c'est le rapport des dépenses des sénateurs. Bravo pour la transparence dans la foulée des événements entourant le dossier Duffy, Wallin, Brazo. Le Sénat a décidé de rendre plus ouvert, plus accessible les données concernant les dépenses des sénateurs. Mais j'apprenais, moi, ce matin, ce jeudi 1er décembre, que certains sénateurs, entre autres la sénatrice nouvellement nommée Petitclerc Pratt, ont fait installer, ont loué des tableaux, imaginez, pour mettre dans leur bureau. 5 760 $ pour la sénatrice Petitclerc, 5 600 $ pour le sénateur Pratt, mais qui en a absorbé une partie. Mais même si on absorbait un petit peu plus que la moitié, même si c'est plus que 1 000 $, même si c'est 200 $, il me semble qu'on ne devrait pas avoir à payer comme payeur de taxes pour ce genre de dépenses-là. Et ça sert, disons que ça ne redore pas nécessairement le blason de cette catégorie d'individus à qui on dit souvent qu'on a l'impression que tout leur est dû et que c'est des mots-tadis de belle position. Enfin, ça va faire jaser. Il y a plein d'autres dépenses à l'intérieur de ça. Des fois, je me dis, hey, tu sais, ton verre de vin, là, paye-toi-les au salaire que tu fais. Si tu n'es pas capable de te payer ça, je ne sais pas ce qu'ils font comme sénateur, comme député, il y a des dépenses qu'ils devraient s'abstenir de faire. Et encore une fois, tu es mieux d'errer des fois du côté de la prudence. Ce n'est pas parce que ça dit on le permet que c'est nécessairement moralement correct. C'est déjà presque la fin de l'émission. Je voulais quand même profiter de l'occasion à la toute fin pour vous parler d'une belle nouvelle. Le 4 décembre, c'est dimanche. Ça, vous allez peut-être m'écouter samedi soir. 13h à 20h, objectif de 70 000 $. C'est le 16e Téléthon annuel du Club Lion de Buckingham. C'est sur les ondes de TVC Basse-Lièvre et la page Facebook du club. C'est au profit de... Ils veulent faire 300 paniers. Participer, c'est sous la présidence de Bob Rio. À plus tard.